On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du projet Radar sur le territoire de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que c'est? C'est en lien avec le Centre d'écoute Montérégie pour les aînés, les 50 ans et plus. Et ça vise bien sûr à briser l'isolement, la prévention, du dépistage, du référencement également. Et on va former des gens dans la région, des bénévoles, mais aussi la police à cet égard. Mais d'abord, on reçoit Aurélie Rivard. C'est notre nageuse paralympique médaillée qui a battu des records du monde. Elle était de passage dans la région. Un peu plus tôt cette semaine, elle tenait une conférence devant le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Le temps passe vite, le temps passe très, très vite. Ça fait déjà presque 2 ans qu'elle n'est pas venue sur le plateau de l'émission. Et pourtant, elle était de retour dans la région ce matin pour prononcer une conférence devant le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Et je parle ici de la médaillée paralympique Aurélie Rivard. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci, bonsoir. Et elle est toujours médaillée, toujours en natation. Toujours, oui. Toujours aux études et toujours en compétition. Oui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change en 2 ans. Mais qu'est-ce qui a changé en 2 ans? En fait, dit de même, il s'avère que rien n'a changé, mais beaucoup de mouvements dans ma vie. En fait, j'ai déménagé, j'ai changé de club, j'ai changé de coach. Je suis rentrée à l'université. Donc, 2017 a été assez mouvementé. Moi qui aime la stabilité, j'ai pas été servie, mais oui, là, ça va bien dans ma nouvelle vie. Bon. C'est drôle parce qu'en rentrant dans le studio tantôt, ton premier réflexe, c'était le souvenir de la dernière entrevue avec ta sœur, avec tes parents. Vous étiez à peine fraîchement débarqué de l'avion. Ouais. Suite, évidemment, au succès des derniers Jeux. Oui. C'était assez euphorisant, si on veut. Ça reste quand même, je présume, le moment le plus marquant de ta carrière à ce jour? Les Jeux de Rio? Oui. Ben oui. Je sais pas si je vais être capable de topper ça dans les prochains Jeux ou dans les prochaines années, mais c'est sûr que oui, en fait, ça faisait 8 ans que je m'entraînais pour ça. Mes objectifs étaient très précis puis étaient très difficiles, puis je les ai tous atteints. Donc, ça a été tellement satisfaisant pour moi, puis tellement une belle expérience à vivre avec ma famille aussi. Donc, c'est sûr que ça a été, à date, le top de ma carrière et de ma vie. Bon. Dans quel contexte on t'a appelé à être conférencière ce matin au déjeuner des travailleurs autonomes? Bien, en fait, les responsables ont contacté ma sœur pensant que c'était mon agent. Donc, c'est ma soeur, en fait, qui m'a transféré ça. Puis j'ai appris ce matin, en fait, que ça faisait 2 ans qu'ils essayaient de m'avoir. Je ne savais même pas. Moi, j'en ai entendu parler en septembre environ. Donc, c'est ça. Je pense qu'il avait vu des similitudes dans le parcours que j'ai eu en tant qu'athlète et le fait d'être un travailleur autonome. Il faut, à quelque part, les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités. C'est un peu les mêmes trucs de persévérance et tout, là, confiance en soi, des trucs comme ça. Donc, je pense que... Puis en plus, je viens de la région, fait que je pense qu'il était emballé par ça. Qu'est-ce que tu leur as raconté? En fait, j'ai raconté mon parcours. C'est sûr que j'ai misé sur la persévérance et tout, là, le travail que j'ai dû faire dans ma vie pour me rendre où je me suis rendue. Donc, c'est ça, j'ai parlé de ça à travers les épreuves que j'ai vécues. Je n'ai vraiment pas eu facile, moi, quand j'étais plus jeune. J'ai eu tellement d'occasions d'abandonner, donc c'est un peu ça que j'ai partagé. Puis, en même temps, d'envoyer des beaux messages inspirants. Je pense qu'ils ont aimé ça. Je pense que ça a été un succès. Qu'est-ce qui a été difficile dans ton parcours? Parce que ces dernières années, à chaque fois qu'on s'est parlé, qu'on s'est vu, c'était toujours pour un succès, une médaille, un record du monde. Ouais. Donc, on est toujours dans du ultra positif. Mais souvent, ce que ça cache, c'est tout le travail, c'est les échecs parfois, c'est les moments difficiles. C'est pas quelque chose que tu as souvent parlé nécessairement. Bien, pas tant que ça en télévision, surtout pas ici, parce que justement, quand je viens, c'est pour parler de mes succès, de mes titres d'athlète de l'année puis tout. Mais non, en fait, il y en a beaucoup, mais spécifiquement, quand ma carrière commençait, quand j'avais encore tout le potentiel devant moi, j'avais des troubles d'anxiété très sévères, je faisais des crises de panique, j'avais un trouble alimentaire, puis je me faisais intimider à l'école. Fait que tout ça en même temps, c'est super. C'était les pires années de ma vie.
Puis ça m'a, en fait, ça a été un peu le pilier dans ma vie en général. Ça m'a transformée en tant que personne. Et c'est la raison pour laquelle je suis l'athlète que je suis aujourd'hui, parce que au début, c'est pour prouver aux élèves de ma classe qui m'intimidaient que j'étais meilleure qu'eux autres, puis que j'étais capable, tu sais, de rivaliser avec eux. Donc, ça a été ça la source de mon feu intérieur pour devenir une athlète. Est-ce que la natation t'a un peu, j'aime pas le terme sauvé, mais je sais pas, est-ce que la natation, ça a été un peu un effet... Le sport de haut niveau, on peut dire, m'a un peu sauvée avec le support de ma famille. Les deux combinés, en fait, m'ont sorti de tout ça parce que j'avais aucune estime de moi-même, aucune confiance en moi. Et en plus, on me disait que j'allais jamais rien accomplir dans la vie. À 13-14 ans, c'est très difficile pour une petite fille, déjà qui est différente physiquement. Puis, j'étais pas vraiment équipée pour dealer avec ces choses-là. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais j'avais aussi une phobie de sortir de ma zone de confort, en fait, d'affronter les gens, d'affronter les défis. C'est un peu ça, l'anxiété. Et puis, la natation me forçait à faire ça à tous les jours, de faire des trucs que je pensais pas capable, de me rendre à des niveaux que je ne pensais pas capable. Et je le faisais, je le réussissais. Et donc, ça m'a prouvé à moi-même que finalement, j'étais capable. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est l'intimidation? Bien, quand tu as fait le choix de faire du sport de haut niveau, de faire de la natation, est-ce que tu savais à ce moment-là que tu allais persévérer dans ce sport-là? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu de l'intimidation dans ta vie personnelle ou d'autres types d'ennuis qui ont fait en sorte que tu as fait le choix d'aller vers ça? Bien, en fait, j'ai commencé à faire de la compétition de natation sur un peu très, très naïvement. Donc, c'est des personnes, c'est mon entraîneur, mon ancien entraîneur en France, qui voyait du potentiel puis qui me disait « Veux-tu faire ci? Veux-tu aller là? Veux-tu faire ça? » Puis je disais « OK, moi, je voulais juste essayer. » Puis c'est en me consacrant à la natation, donc c'est en déménageant, mais pas déménageant, mais en changeant d'école pour aller en sport-études, que là, l'intimidation a commencé, que tout a commencé. Donc moi, je voyais même pas la peine de rester parce que je me trouvais pas bonne, puis je savais pas que j'allais avoir la carrière que j'allais avoir non plus. Fait que tout autour de moi me prouvait que j'aurais dû rester chez nous finalement, mais je suis restée en sport-études. Ça m'a pris une bonne année avant de me revirer de bord puis de commencer à répondre aux jeunes puis de me faire confiance, de me reconstruire une confiance. À quel moment la confiance est-elle revenue? En fait, c'est au bout d'une série de petites victoires. C'est la première journée que j'ai répondu à quelqu'un qui me gossait, qui m'intimidait. C'est quand j'ai commencé à mettre mes énergies sur moi-même et non sur les autres, à pas me soucier de ce qu'elle allait dire, mais en vraiment mettant le focus sur moi et sur ce qui était important. Fait que je me souviens encore de quand je me suis réveillée, puis je me suis dit, je vais prouver à tout le monde qu'il n'y avait pas rapport de faire ça. Ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce qu'on s'habitue à avoir du succès? Est-ce que l'échec devient plus difficile à ce moment-là? Parce que là, tu es à un niveau où tu as 22 ans aujourd'hui, tu as raflé à peu près tout ce qu'il y a à rafler. Oui. Médailles, records du monde, les Jeux paralympiques, bref. Bon, là, tu es dans une phase de maintien. Oui, effectivement, au prochain jeu, tu peux te dire, bien, mon objectif, c'est de ne pas me faire décaler, dans le fond, et de rester au même niveau. Mais est-ce que ça ne devient pas plus stressant? Est-ce qu'il n'y a pas plus de pression liée au fait qu'on veut se maintenir au même niveau? Oui, parce que là, avant, mettons, il y a 4 ans, quand je me préparais pour Rio, j'avais rien à perdre. Tu sais, je veux dire, j'étais dans les meilleurs au monde, mais j'étais loin d'être la meilleure. Puis là, je suis la meilleure au monde dans plusieurs épreuves. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est redescendre. Et puis, je ne veux pas dire qu'on s'habitue au succès, mais ça devient beaucoup plus difficile, effectivement, de le perdre. Moi, en tant que personne orgueilleuse, mais aussi, tu sais, à tous les jours, je m'entraîne pour être meilleure. Donc, de ne plus être capable de monter, c'est plus difficile. Après les Jeux de Rio, est-ce que tu as pensé prendre ta retraite du sport de compétition? Si pour toi, c'était automatique que tu allais poursuivre encore quelques années? Je savais que j'allais poursuivre, mais il fallait que je sorte du milieu pour un bout. Donc, j'ai pris un break d'environ 6 mois parce que, c'était nécessaire à ma santé mentale et physique.
C'est tellement intense que j'ai vécu pendant une bonne année, là, que là, il fallait que je sorte de là afin de poursuivre ma carrière. Je voulais pas prendre ma retraite. Je pense pas que c'est tout ce que j'avais à dire, si je veux dire. Je voulais pas arrêter. Mais là, Tokyo, c'est déjà dans moins de 2 ans, j'en reviens pas, que c'est déjà là. Et puis, je sais pas encore ce que je vais faire après, mais... Et pourquoi changer, tu dis changer d'entraîneur, changer de club, changer d'environnement, pourquoi? Premièrement, ça faisait déjà 10 ans que je m'entraînais ici. Donc, j'avais un besoin de changer. Ça devient redondant aussi, la natation, puis toujours faire la même chose le même jour, tu sais. Fait que j'avais besoin d'aller ailleurs. Puis aussi, je voulais être dans des installations de niveau plus olympique. Malheureusement, on ne les a pas à Saint-Jean, sinon je serais restée. Donc, c'est au Stade de Montréal. Oui, au Stade de Montréal. Et puis aussi, de toute façon, je savais que j'allais rentrer à l'université dans les 2 prochaines années. Donc, je ne voulais pas changer de coach 2 ans avant les Jeux de Tokyo. S'il y avait un moment à le faire, c'était là. Donc, tout est arrivé en même temps, en fait. J'ai déménagé aussi à Montréal. Donc, c'est ça. C'était vraiment juste pour essayer d'avoir des nouvelles installations, un nouveau chez moi, si je peux dire. Bon. Et là, tu étudies dans quel domaine? En fait, à cause des Jeux, j'ai jamais eu le temps de finir mon deck. Fait que je suis à l'université, mais je dois compléter une année de transition. Comme si je venais d'un autre pays, puis je venais étudier au Québec, un peu. C'est un peu ça, comme ça que je me fais traiter. Puis, c'est ça, c'est 1 an, puis après ça, je peux accéder Et c'est quoi tes ambitions? Pour les... Je peux même pas te répondre. Je suis encore en recherche, honnêtement. Parce que ça fait tellement longtemps que tout est alentour de la natation que là, on dirait que je réalise qu'il y a une fin à cette affaire-là. Fait que... Tu commences à le réaliser. Je commence à le réaliser. Fait que là, c'est ça. Je prends vraiment mon temps dans cette année-là. En fait, ça me permet de me réaligner puis ce que je veux vraiment faire. C'est sûr qu'à l'extérieur, bon, j'ai des petits contrats médiatiques. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai d'autres champs d'intérêt, mais je suis pas sûre à 100 % OK. Ça pourrait être dans quelque chose de plus mathématique, de plus sciences humaines? Peut-être pas mathématiques ni sciences. Non, plus de l'autre côté? Oui. Peut-être plus sciences humaines, mais on verra. Honnêtement, on verra. OK. Et là, donc, tu es... parfois, on parle de transition travail-famille, mais toi, c'est transition études et sports, c'est ça un peu? Oui. C'est ça ta vie, là? Oui. C'est de l'entraînement, puis des études, de l'entraînement, puis des études. Bien, c'est ça. J'habite au stade olympique, sinon je m'en vais directement à l'école. Puis après ça, je retourne au stade olympique, puis des fois, j'ai une coupe d'heures chez nous. Es-tu heureuse de la femme que tu es devenue aujourd'hui? Très. En fait, si je repense, je trouve que ce que j'ai vécu en 10 ans, c'est plus que la majorité des gens en 50. Donc, puis ça a tellement été de up and down, puis aussi de la personne que j'étais et la personne que je suis devenue grâce à la natation et grâce aux épreuves que j'ai eues. Puis je trouve que c'est un des plus bels accomplissements parallèlement à mes médailles. Et sur quelle note as-tu conclu ta conférence ce matin devant les travailleurs autonomes? Bien, oh mon Dieu, c'était sur un message inspirant. Là. Je me rappelle pas exactement, mais c'était vraiment juste de se faire confiance, en fait. De ne pas laisser personne se mettre entre toi et ce que tu veux. Ça vaut pas la peine de gaspiller l'énergie sur les autres. Ils te connaissent même pas, puis ils savent même pas ce que tu veux. Fait que je pense que c'est là-dessus que j'ai terminé. Il y avait tellement de questions, honnêtement, c'est vraiment agréable. Donc, c'est ça. Donc, tu les as inspirés, tu nous inspires tous. Merci beaucoup. Bien, merci. Attention à toi, puis longue route encore. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous parle de perte d'autonomie, mais surtout d'un projet qui vise, bien sûr, à sécuriser nos aînés sur le territoire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'hockey élite. Oui, avec Jean-François Barry et Serge Brousseau qui sont avec nous. Oui, monsieur. Et à la toute fin, des beaux petits cadeaux de Noël. Oui, merci, également, grâce Barry. au Jean-François. Voilà, manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Parlons des aînés, parlons de l'isolement, parlons parfois aussi de la perte d'autonomie. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme communauté, comme société, pour les aider, pour prévenir également? Bien, parlons du projet Radar qui vient d'être lancé ici même sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Nathalie Barrette, qui est la directrice du Centre d'écoute Montérégie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée d'Élisabeth Boucher, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir. Bonsoir. De même que le sergent Jérémy Lévesque, prévention et relations communautaires à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, première question, qu'est-ce que c'est le Centre d'écoute Montérégie? Le Centre d'écoute Montérégie, c'est un centre d'écoute téléphonique pour les personnes de 50 ans et plus. On existe depuis 2006. On couvre la Montérégie au complet, donc on parle à partir de Saint-Hyacinthe, Sorel, aller jusqu'à Salaberry de Valleyfield, etc. Très grand territoire, Granby en passant. Et c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des appels des aînés qui ont besoin de briser leur isolement, qui ont aussi besoin de parler des problématiques qu'ils vivent. On fait aussi des appels parce qu'on a un deuxième volet qui est une liste d'appels. Donc, on les appelle une fois par semaine. Ouais. J'ai 30 bénévoles qui travaillent à appeler nos aînés à chaque semaine. Et l'autre volet, c'est le référencement, donc les référer vers les bonnes ressources, vers les centres d'action bénévole, les FADOC, etc., toutes les ressources qui ne peuvent pas exister, auxquelles ils ont accès. Et quel est l'historique derrière ça, derrière la fondation du centre d'écoute? C'était principalement, écoutez, ça a parti d'un colloque qui était « Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser l'isolement chez les aînés? » Et à partir de là, il y a quelqu'un qui a dit « Bien, pourquoi pas un centre d'écoute? » Et ça ressemble à la limite un peu à Jeunesse J'écoute. Oui. C'est un peu dans le même principe. Là. Oui, tout à fait, sauf qu'on a des volets différents. Puis le dernier volet qu'on a pris, c'est le volet du projet Radar. Bon, et qu'est-ce que c'est le projet Radar? Le projet Radar, bien, Radar, c'est l'acronyme pour Réseau actif de dépistage des aînés à risque. Donc, c'est un projet de vigilance citoyenne qui vise à briser l'isolement chez les aînés, mais qui vise aussi leur mieux-être. Ce qu'on veut, c'est que les aînés soient entourés, c'est créer un filet de sécurité alentour d'eux, donc pour prévenir un petit peu la perte d'autonomie qui serait plus précoce s'il n'y aurait pas les services qui les entoureraient comme il faut, etc. Donc, c'est un peu ça. Le but là-dedans, c'est de former des citoyens, qu'on appelle les citoyens radars, pour qu'ils soient en mesure de dépister, mais aussi des veilleurs. Donc, les veilleurs, ce sont les bénévoles des centres d'action bénévoles qui sont là, qui vont les voir. Donc, on les appelle les veilleurs. Et aussi, naturellement, ce qui fait le gros du projet Radar, c'est l'entente de collaboration qu'on a avec, dans ce cas-ci, au niveau du Haut-Richelieu, on parle de 5 centres d'action bénévole. Donc, on parle de Clarenceville, Henryville, Lacolle, Iberville et Saint-Jean. Il y a aussi le service de police avec la ville de Saint-Jean aussi qui fait partie de l'entente, puis le 6 par le CLSC. Madame Boucher, comment ça s'implante, le projet Radar, dans un organisme comme le Centre d'action bénévole? Bien, tout d'abord, c'est que l'équipe de Radar est formée de gens qui viennent faire des formations. Alors, on choisit des bénévoles qui ont des contacts réguliers avec des aînés et on donne la formation qui dure 3 heures et qui consiste, en fait, à être capable d'identifier qui est vulnérable, qui sont les aînés qui sont isolés, qui sont chez eux, qui ne reçoivent pas beaucoup de visites, qui, par le fait même, ont peut-être une espèce de sentiment de détérioration qui va trop vite. Alors, cette formation-là, dans le fond, permet aux bénévoles de bien les identifier et, par le fait même, bien les orienter. Alors, ce qu'on veut, c'est orienter ces gens-là vers les services qui sont disponibles. Bon, parce qu'en même temps, chez vous, c'est une clientèle, parce que le Centre d'action bénévole a différents services, dont un service de maintien à domicile, entre autres, mais souvent, la clientèle plus âgée fait parfois aussi souvent affaire avec les centres d'action bénévole. Donc, c'est des gens que vous côtoyez au quotidien. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'entente a été prise avec les centres d'action bénévole. Ça fait partie d'un de nos mandats d'aider les gens qui sont à domicile.
et qui souhaitent le rester le plus longtemps possible en étant en sécurité, mais aussi en étant bien entourés. Alors, en référant les gens, que ce soit dans d'autres centres ou dans le nôtre, ils peuvent briser l'isolement avec des activités de socialisation, ils peuvent recevoir des services de popote, ils peuvent recevoir des visites d'amitié, ils peuvent avoir quelqu'un de jumelé avec eux pour de l'aide aux courses. Alors, tout ça nous permet d'avoir un grand réseau de bénévoles. Ces bénévoles-là étant préalablement formés pour être des dépisteurs, des veilleurs, sont les bonnes personnes pour justement identifier les personnes à risque. On le sait, du côté de la police, vous faites affaire avec différentes clientèles. Souvent, quand la police intervient, c'est parce que ça ne va pas très bien, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et la clientèle aînée, évidemment, est rendue quand même très importante en nombre dans notre communauté, notre société. Comment la police intervient-elle avec ces aînés-là et comment l'application du projet Radar va vous aider dans votre quotidien? Dans un premier temps, on a dans l'acronyme Radar, on a le dépistage. Les policiers, souvent, on est en première ligne, on est sur les appels. C'est nous qui sommes appelés pour aller régler les situations. Souvent, on va mettre différents chapeaux. On va mettre le chapeau d'intervenant, le chapeau de travailleur social. Malgré qu'on est des policiers, oui, on a certaines formations dans certains domaines, certains dossiers. Par contre, on n'est pas des spécialistes dans tout. C'est là que les centres d'écoute, le réseau Radar peuvent venir nous aider à soutenir cette clientèle-là avec qui, oui, on interagit, mais qui peuvent être plus spécialisés que nous à ce moment-là. Et au niveau du service de police aussi, on avait une certaine zone grise. On a des organismes qui viennent nous aider au niveau des situations de crise, des crises suicidaires, au niveau de la santé mentale. Mais les gens aînés qui ne sont pas vraiment un risque, mais qu'on voit qu'il peut y avoir une détérioration ou autre, c'est à ce moment-là que le Centre d'écoute Radar vienne nous aider. On réfère ces gens-là à l'organisme. Donc, dans le fond, vous avez un rôle de dépistage et de référencement, c'est-à-dire que vous intervenez dans un truc, que vos policiers se rendent compte que ces personnes-là auraient peut-être besoin des services qui sont offerts, et là, dans le fond, on va leur proposer ou soumettre le cas au Centre d'écoute? C'est exact. On a des formulaires qui sont pré-imprimés qu'on a avec une petite brochure où on donne l'information. En courant d'appel, le patrouilleur, la patrouillère s'aperçoit que ça pourrait être une personne, un cas qui pourrait être référé. Donc, on explique la situation et c'est tout nouveau, mais dans les cas qu'on a eus, là, les gens là, sont enclins à signer cette autorisation-là pour pouvoir avoir de l'aide du Centre Radar. Bon. Donc, c'est le 4e territoire sur lequel vous implantez le projet Radar. Donc, c'est quand même assez récent, mais quand vous regardez l'expérience des 3 autres territoires que vous avez fait avant Saint-Jean, qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je vous dirais qu'on a environ 500 citoyens radars qui ont été formés. On a 98 dépistages qui ont été faits jusqu'à présent, donc des gens qui étaient inconnus souvent de toutes les ressources, des centres d'action bénévole puis tout ça, auxquels, bien, c'est ça, on a pu rajouter des ressources comme les visites d'amitié, la popote roulante, des choses comme ça. Ce qui a permis de vraiment les entourer, puis ce qui nous permet aussi de justement, parce que vu qu'on se parle, on fait partie de la même entente, donc ça nous permet de vraiment tenir tout le temps à jour. Bon, telle personne, es-tu encore correct chez vous? Tout va bien? Oui, OK. Pensez-vous qu'elle a besoin d'autres choses? Fait qu'on se parle comme ça. Au niveau de la police, je vous dirais que si je parle parce que là, la police de Saint-Jean, c'est nouveau. Dans les autres secteurs, on a la police Richelieu-Saint-Laurent. Et eux, ce qu'ils ont vraiment constaté, c'est une diminution du nombre des appels. Ah oui? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'aînés qui vont appeler pour le moindre petite chose, ils vont appeler la police. Hein? Ils ont très confiance en la police. Vous avez quelques appels au 911. Oui, assez. Oui, fait que des choses comme je me suis fait voler mon paquet de spaghettis, on rit, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est malheureux, mais ça arrive. Mais ces gens-là, justement, ils ne sont pas connus. Ils sont pas connus. On ne les connaît pas dans les centres d'action bénévole. Au Centre d'action bénévole à Iberville, vous connaissez votre clientèle, vous connaissez vos bénévoles. Donc, en quoi l'application du programme Radar, en quoi voyez-vous le potentiel, disons, du programme Radar pour votre clientèle et vos bénévoles? Oui. Bien, nos bénévoles rencontrent des gens à même les services qu'on offre. Oui. Les gens qui sont déjà dans notre réseau peuvent être orientés différemment parce que, oui, on offre certaines choses, mais il y en existe beaucoup plus. Mais également dans la rue, également dans leur entourage. Ce qu'on essaie, c'est d'élargir tout ça pour
On aide environ 200 personnes annuellement. Les gens participent à nos activités, mais il y en a beaucoup plus que ça. Alors, en formant beaucoup de monde, bien, on répand la bonne nouvelle. On parle des services qui existent. On essaie de rendre les gens plus confortables aussi dans le vieillissement. On souhaite les garder à la maison en les gardant actifs autant intellectuellement que physiquement. Fait qu'on on leur propose toutes sortes de choses. Est-ce que les 100 policiers du service seront formés d'ici les prochaines semaines? Oui, la conférence de presse a eu lieu le 13 novembre dernier. Et dès le lendemain, Mme Franqueur, qui est la coordonnatrice du projet Radar, était dans nos bureaux pour nous former. Okay. L'entièreté des policiers et patrouilleurs vont être formés. Aussi, au niveau de la section prévention et relations communautaires, on a eu, si on veut, la formation plus élaborée un petit peu. On reste les policiers guides pour nos patrouilleurs. Tous nos commis à l'accueil, ainsi que nos répartiteurs également, qui reçoivent le lot d'appels qu'on parlait tantôt, ont été formés pour peut-être aiguiller les policiers sur les appels. Et là, s'il y a moins d'appels au 911, est-ce que vous avez la capacité de recevoir plus d'appels chez vous? Oui. Oui? Bon, bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour ce projet. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous cherchez des idées cadeaux pour le temps des fêtes. Sachez que dans la région, notamment à l'Office du tourisme et des congrès du Richelieu, à l'ancienne gare du CN, 31 rue Frontenac, il y a la boutique du terroir. Donc, c'est là qu'on peut bien sûr s'approvisionner. On vous rappelle bien sûr qu'à chaque semaine, on vous présente ici même à la télé des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain.